Un peu passée de mode depuis l'émergence de l'IA, la blockchain traîne avec elle beaucoup de clichés. Les crypto-bros, les NFT de singes sans valeur ou encore une volatilité démesurée. Il n'en reste pas moins que la blockchain permet de faire beaucoup de choses de manière décentralisée et ça, bien que passé inaperçu pour beaucoup, c'est assez fou. Mais alors, quelle méconception a-t-on sur la blockchain? Pourquoi est-ce inconnu? Et surtout, les crypto-bros ne seraient-ils pas qu'une façade? Pour répondre à ces questions en chaîne, je ne reçois pas Harvey Spector, mais il s'y connaît en contrat. Xavier, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Xavier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Eh bien, je m'appelle Xavier Van de Woestijn, je suis un Belge expatrié en France depuis une dizaine d'années. J'ai un intérêt particulier pour la programmation fonctionnelle statiquement typée avec des traits impératifs qui se cristallisent essentiellement dans le langage OCaml. Et donc, alors, je ne suis pas du tout un expert en blockchain, c'est juste que j'ai eu l'occasion de travailler sur une blockchain spécifique qui s'appelle Tezos pendant 1 an et demi, et qu'à la base, j'étais venu pour des raisons technologiques, et qu'en fait, je continue à m'intéresser aux blockchains et spécifiquement à Tezos pour des raisons qui sont à la fois idéologiques et technologiques. Et donc, c'est un sujet, une de mes marottes, donc le développement et l'exploitation de blockchain, associé avec la théorie des types et le langage de programmation orienté-objet ou fonctionnel. C'est un truc que je trouve intéressant quand on préparait cet épisode, c'est que tu m'évoquais que tous ces clichés que j'ai listés en intro, que tu avais une vision assez peut-être même négative des blockchains. Ouais. Et du coup, alors, sans forcément entrer dans ce côté négatif, mais qu'est-ce qui t'a amené du coup à te pencher dessus malgré tout? L'argent. C'est un beau critère. Voilà, non. Donc, j'ai commencé à programmer extrêmement jeune, parce que la première fois que j'ai pu aller sur Internet, j'ai été fasciné par le concept de site Internet, et donc je devais avoir 9 ans. Et à l'époque, j'avais demandé à mon père en rentrant comment on fait un site web. Et il m'a dit, je ne sais pas. Et c'est un peu, quand on est très jeune, les parents répondent toujours à toutes les questions. Et c'est la première fois que j'ai le souvenir qu'un de mes parents me dit, je ne sais pas. Et donc c'était à la fois traumatique et à la fois fun. Et donc j'ai commencé à faire du web de la pire manière qui soit. Parce que on a tous commencé comme ça. C'était terrible. En plus, j'avais rien compris. Et donc j'ai commencé à faire du PHP pendant très longtemps parce que c'était facile à installer. Il y avait Easy PHP sur Windows. Et essentiellement grâce au site du Zéro et à AZPHP, un site affreux sur lequel il y avait PHPSP aussi. Enfin, voilà. Et puis en fait, quand Facebook est arrivé, il y avait le fameux chat qui utilisait Comet pour avoir vraiment de la synchronisation entre onglets, ça m'avait fasciné. Et comme j'avais rien compris au client-serveur, j'ai cru que c'était grâce à Erlang que c'était possible, donc j'ai commencé à faire du Erlang. Et j'ai commencé à développer une sorte d'intérêt pour la programmation fonctionnelle, en travaillant avec des langages comme F#, Haskell et puis après OCaml. Et OCaml est vraiment devenu mon langage préféré, à tel point que j'ai un peu cultivé ce mythe de si j'aime tellement OCaml, il faut surtout pas que je travaille avec OCaml parce que ça va me dégoûter. Et donc j'ai commencé à travailler dans d'autres secteurs. Donc j'ai d'abord fait du Erlang, puis beaucoup d'Elixir, et puis j'ai rejoint Memobank où j'étais développeur Kotlin. Kotlin qui est un peu un Scala pour enfants, un langage qui est agréable à utiliser, mais pas extrêmement moderne. Donc tu as quand même un fort penchant pour le fonctionnel, mais tu as fait beaucoup de programmation objet du coup. Oui, alors moi je considère que les deux ne sont pas antinomiques. Pour moi, en fait, la programmation fonctionnelle, il y a toujours un biais. On considère que Haskell, c'est le langage de programmation fonctionnelle, parce qu'on considère que la pureté, c'est mieux que l'impureté. J'ai un avis qui est plus nuancé sur la question. Mais pour moi, en fait, le langage fonctionnel le plus populaire actuellement, c'est JavaScript. Ruby est un langage fonctionnel, Python a des traits fonctionnels aussi. Et donc, même si Erlang et Elixir sont quand même des langages fonctionnels dans lesquels il n'y a même pas de modèle objet, sauf si on décide de pinailler sur le modèle acteur qui reçoit des messages à la Lankai, mais c'est un peu de la mauvaise foi. Mais donc j'ai fait du Kotlin, dans un style très fonctionnel. Et j'ai adoré travailler sur Memobank parce que le projet était super, mais à un moment, j'ai eu envie de faire du Camel. Et à l'époque, en fait, les gens qui étaient recrutés travaillaient soit dans la finance, soit dans la recherche. Et le projet Tezos existait depuis quelques années.
Et en fait, on m'a proposé un salaire agréable pour faire du camel. Donc je suis venu chez Tezos, dans une entreprise qui s'appelle Marigold, mais qui travaillait sur Tezos, uniquement pour être programmeur au camel. Donc pour moi, c'était vraiment mon seul but. Et je m'étais dit, si pour faire du camel, je dois faire de la blockchain, j'ai vraiment fait l'inverse de ce que toute personne censée ferait. Je n'ai pas choisi le projet, j'ai choisi la technologie en espérant que le projet serait chouette. Et puis, le fait d'être au cœur du développement, d'être proche de l'équipe de développement et d'avoir des gens qui ont un niveau de raisonnement à propos de l'usage des blockchains qui est beaucoup plus précis que les simples utilisateurs classiques, ça crée des opportunités. Et en fait, j'ai trouvé que c'était fascinant. Et moi, j'avais loupé un train qui était le train du cloud, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais mauvais en SQL, je suis mauvais en DevOps aussi. Je suis incapable de déployer une application tout seul. Mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, j'ai considéré que c'était un autre métier. Maintenant, les métiers commencent à se recentrer un peu. On a des nouveaux postes qui sont SRE, qui associent l'ingénierie et le développement, et le déploiement. Moi, je suis nul en déploiement, je sais pas créer une image Docker. Et donc, je me suis dit, je rate beaucoup de trains à force de camper sur mes convictions. Et donc, je vais essayer d'utiliser des blockchains pour faire en tout cas des embryons d'applications qui sont amusants. Mais tu vois, tu dis que l'Ops et le Dev sont des métiers différents, mais un peu moins, ça sent à se réunir. Pour moi, le SRE, c'est justement la preuve que en fait, les métiers sont tellement en train de se complexifier, le delta est tellement en train de se creuser, que on est obligé de rajouter quelqu'un au milieu en fait, pour faire cette passerelle. Et que moi, je suis comme toi, j'ai toujours considéré effectivement que les Ops c'était un autre métier. Quand je discutais avec les gens des équipes Ops que je pouvais avoir à gérer, j'étais très clair, je disais, moi, votre métier, j'y connais rien. Apportez-moi votre expertise. Je peux peut-être vous aider à trancher sur des sujets, mais mon avis serait surtout lié à des aspects financiers, tu vois, côté CTO. Tu vois, moi, les Ops, j'y connaissais rien. Je pouvais dire, ça, c'est plus cher, ça, c'est moins cher. Justifie-moi la différence de prix, tu vois. Mais c'était vraiment le seul impact que je pouvais avoir. Et j'ai toujours, du coup, respecté énormément leur expertise. Et pour moi, le SRE, tu vois, c'est vraiment la preuve que ça devient de plus en plus complexe d'un côté comme de l'autre, et que tu peux plus... Tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu n'as plus de dev full stack, quasiment. Oui. Parce que c'est compliqué d'être full stack aujourd'hui. Ouais. Et puis ça l'a toujours été, en fait. Oui. C'était très marketing. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, je trouve que même si on a des gens qui sont de plus en plus spécialisés, ils vont s'intéresser à des problèmes de scalabilité, de disponibilité d'application, là où on demande quand même aux développeurs de faire un peu d'Ops, alors qu'on le fait un peu de SRE. Par exemple, c'est très courant que le développeur modifie son fichier de pod Kubernetes pour ajouter son application, etc. Et moi, c'est des choses qui me dépassent. Quand je veux écrire du Terraform, je panique. Quand je veux écrire un Dockerfile, je panique. Quand je veux écrire du Nix, je hurle. Donc je suis vraiment très mauvais là-dedans. J'ai toujours été bien entouré, donc des gens le font pour moi. Mais je pense que la blockchain... Les collections de blockchain sont une succession, la suite logique du cloud. Enfin, en tout cas, peut-être pas c'est pas un fork, il n'y a pas le cloud ou la blockchain, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle évolution en termes de programmation distribuée. Et comme j'ai trouvé ça fun, c'est très marrant de faire une DApp et travailler sur une blockchain, mais j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, ça, c'est un truc que j'ai appris effectivement en préparant cet épisode avec toi, c'est cette notion de programmation distribuée vis-à-vis de la blockchain. Parce que du coup, un smart contract, en fait, c'est comme une... j'ai oublié le nom chez Amazon, une fonction serverless, une lambda. Une lambda, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, moi je considère qu'un smart contract, c'est vraiment un microservice financier. Je fais le malin, mais c'est littéralement une phrase que j'ai volée à quelqu'un qui m'en a parlé hier. Mais effectivement, c'est une lambda, c'est vraiment, typiquement, c'est un point d'entrée, on a une machine à état, et on propage des opérations et on modifie un storage. Et le storage, c'est une base de données avec les valeurs. Alors, au-delà de l'aspect programmation distribuée, pour moi, une blockchain, c'est une base de données distribuée. Donc elle est complètement distribuée. On a plusieurs instances qui vont faire des calculs indépendants et puis qui vont se réconcilier avec un algorithme de consensus. Mais effectivement, la présence de smart contracts sur une blockchain, donc les premiers à l'avoir proposé de manière un peu... je pense que c'est les premiers historiques, mais en tout cas, la première blockchain qui a eu du succès, qui avait des smart contracts, c'est Ethereum. Donc là-dessus, Tezos n'était pas particulièrement innovante, elle a juste suivi la tendance. Mais a permis en fait d'automatiser certains services financiers. Le nom smart contract n'est pas très bien choisi parce qu'un smart contract n'est pas intelligent du tout. Mais par contre, ça a rendu les blockchains plus facilement utilisables et ça a mis en lumière des types d'applications qui sont assez intéressantes. Et donc du coup, toi tu t'es tourné vers Tezos pour faire du OCaml. Est-ce que du coup le OCaml c'est un langage qu'on retrouve beaucoup dans le monde des blockchains en général ou Alors, il y a 2 exemples de blockchain écrites en Camel, en tout cas 2 exemples connus, donc Mina et Tezos, ce qui est quand même pas mal. Alors, je pense que très souvent, le choix pertinent pour développer une blockchain, ce sera soit de Go, parce que c'est un langage qui offre des primitives concurrentes, qui facilite la programmation concurrente,
ou Rust, parce que c'est un langage que tout le monde utilise pour faire tout. Tout le monde aime bien Rust, même pour faire des applications web ou des CLI. Ce qui est très compliqué en plus. Donc moi je pense que Camel est pertinent, donc il n'est pas si populaire que ça parce que Camel n'est pas extrêmement populaire, c'est un langage qui est relativement confidentiel, mais par contre dès lors qu'on décide d'avoir une notion de smart contract, on doit pouvoir exécuter des programmes, donc qui dit exécuter des programmes dit intégrer un petit langage de programmation, qui est souvent très très bas niveau, et Camel prouve depuis des années qu'il brille dans l'élaboration de langages de programmation, donc parfois Camel arrive à des endroits où on l'imagine pas spécialement, par exemple comme compilateur plus haut niveau, on a un langage par exemple Solidity, qui est un langage relativement bas niveau pour Ethereum. Dans Tezos, on en parlera plus précisément après, mais Michelson. Et on va potentiellement écrire un langage de programmation qui va compiler vers ce langage bas niveau pour avoir un langage plus haut niveau. Et là, Camel brille incroyablement, puisque c'est souvent l'inspiration de tous les langages modernes, et c'est très facile de décrire des parseurs et des lexeurs, et c'est un langage qui est adapté pour faire d'autres langages. Et donc du coup, quand tu crées cette fonction d'un smart contract, elle est écrite en OCaml aujourd'hui ? Non. Non, alors spécifiquement dans le cas de Tezos, c'est peut-être un peu prématuré d'en parler maintenant, mais en gros, la blockchain est capable d'exécuter des fonctions qui sont écrites dans un langage qui s'appelle Michelson, qui est un langage à piles, pour ceux qui ont déjà fait du force ou du factor. C'est assez rare, je suppose, mais ça ressemble un peu à ça. Donc on empile des valeurs et puis on les récupère pour appliquer des fonctions. Michelson est un langage qui est statiquement typé, qui est un système de type qui suffit pour représenter les échanges financiers qu'on pourrait faire. Et écrire du Michelson, c'est très compliqué. Il y a des gens qui le font par choix, mais comme des gens écrivent de l'assembleur. Et pour ça, il y a plusieurs langages de haut niveau. Alors, il est possible d'écrire un smart contract en Camel, puisqu'il y a des DSL qui permettent d'extraire du code Michelson depuis des expressions Camel. Mais dans le monde de Tezos, on a essentiellement deux langages de smart contract qui sont Archetype et Ligo. Ligo, c'est un langage multisyntaxe. On a une syntaxe qui ressemble à du Camel, qui s'appelle Camel Ligo. C'est pour ça que parfois les gens pensent qu'on écrit du Camel, mais c'est un langage qui est différent, qui a un système de type différent et un système de modules très différent. Ou du JS Ligo, qui ressemble un peu à du TypeScript. Et donc ça a la même représentation intermédiaire et ça produit du Michelson, mais c'est deux syntaxes. Et puis il y a Archetype, qui est un langage qui met vraiment l'accent, qui cherche pas à être un langage généraliste, mais qui est vraiment un langage dédié à écrire des smart contracts, et donc qui fournit des abstractions très très spécifiques, comme la notion de collectible ou des préconditions et des post-conditions quand on exécute un contrat. Ouais. Mais du coup, c'est toutes les blockchains qui ont cette capacité d'exécuter du code dans un smart contract. C'est un des fondamentaux de la notion de blockchain ? Non, c'est pas un des fondamentaux de la notion de blockchain, c'est juste que depuis Ethereum, toutes les blockchains le permettent. Okay. Enfin, toutes les blockchains connues en tout cas. Enfin, je dis ça. Une grande partie des blockchains le permettent. Parce que donc historiquement, en fait, l'objectif de Bitcoin et d'une blockchain, c'est de pouvoir faire des échanges financiers sans tiers. Donc, il n'y a pas de notion d'exécution de programme. La grande question, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut ne pas avoir besoin de tiers. Par tiers, j'entends une banque, par exemple. Et donc, l'approche, en fait, on peut déjà l'expérimenter avec des applications comme TreeCount ou juste avec un livre de compte. Si jamais on part à 3-4 en vacances et qu'on décide de faire un système de compte, de partager les comptes pour réussir à correctement payer, pour rembourser ce que l'on doit, un peu à la TreeCount, la manière la plus simple, c'est qu'on est tous dans notre carnet et qu'on réplique tous les transactions que chacun fait. Et à un moment, on les réconcilie. Et puis, si jamais on n'est pas d'accord sur les comptes, il faut établir un consensus pour savoir qui a raison ou qui a tort. Je suppose que dans un groupe d'amis, la majorité va l'emporter. Ça peut être un peu triste, mais voilà. Dans une blockchain, ça utilise un système de consensus. Dans Bitcoin, c'est spécifiquement la preuve de travail. Donc, on demande à des gens de faire un travail qui est complexe pour élire le bloc qui va être l'ensemble de transactions qui vont être ajoutées à la chaîne. Mais le but, c'est vraiment un système transactionnel sans tiers. Alors, ce côté consensus, en fait, il apporte un coût qui est le temps d'inclusion. Pour moi, en fait, une blockchain peut être vue comme une base de données très très lente, puisqu'on dépend de l'inclusion d'un bloc pour être sûr qu'il est propagé partout dans le réseau. Mais en fait, on se rend compte que dans les systèmes bancaires, on a aussi un consensus. Ce consensus, il est centralisé, c'est la Banque de France en France qui va s'occuper de rétablir les comptes. Et on a aussi cette application de consensus qui est beaucoup plus lente que le fait d'avoir une preuve de travail ou une autre forme de consensus dans une blockchain. Donc pour moi, la base d'une blockchain, c'est vraiment le fait de considérer qu'on a un livre de compte qui est distribué, qui est public et qui est immuable. Ok. Et ces fonctions du coup de ce smart contract, est-ce qu'il y a des contraintes, je sais pas, sur entre ce qui rentre, ce qui sort, la durée d'exécution, ce qui est exécutable? Alors, donc, c'est une très bonne question. On pourrait dire, au fait, à partir du moment où on peut exécuter des choses complètement remote et sans avoir de... Enfin, on ne peut pas prouver qu'un smart contract va terminer, par exemple. Puisqu'on ne peut pas prouver qu'un algorithme termine en général. C'est un problème qui est relativement connu. Et donc pour ça, ça utilise la même méthode que les fonctions lambda en AWS. Ça utilise du gaz. Et donc en fait, chaque opération a un coût.
Et donc à la fin d'un smart contract, on a un coût qui est lié au storage, au fait de qu'est-ce que ça implique d'avoir ce smart contract qui a un état partagé. Et donc ça, c'est la personne qui va originer, qui va déployer le smart contract, qui va le payer. Et après, chaque opération a un coût. Alors, ça permet d'éviter d'avoir des fonctions qui ne terminent jamais et qui casseraient complètement la chaîne. Et après, il y a des règles qu'on ne peut pas violer. Par exemple, si jamais je décide de faire une transaction qui amène ma balance en négatif, ou la balance de quelqu'un d'autre en négatif, pardon, la balance de la personne qui exécute le smart contract, puisque je ne peux pas retirer de l'argent à quelqu'un, et là, le smart contract sera rejeté. Chaque appel de l'appel du smart contract sera rejeté. Parce que je sais que là-dessus, il y a beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est formellement un smart contract ? Moi, j'ai tendance à considérer que c'est une machine à état qui est pure. Parce que pour moi, un smart contract ne produit aucun effet. C'est juste qu'en fait, on va l'exécuter, on va avoir une idée de quel sera l'état des balances après l'exécution du smart contract sur le bloc courant. Et si jamais il y a un état qui est invalide, le smart contract ne propage aucune opération. On réfute l'exécution. Et pour moi, c'est totalement pur. La preuve, c'est qu'on peut le dry runner, on peut l'exécuter, juste simuler. Est-ce que dans le contexte actuel de la chaîne, c'est pertinent ? Et donc ça, pour moi, ça fait partie des collections de contraintes liées au smart contract. On ne doit jamais créer un état qui est illégal. Ok. C'est effectivement un... Alors, en fait, c'est une vraie découverte pour moi. J'apprends réellement tout ça. Et c'est vrai que c'est un vrai champ de paradigme. Ça veut dire que, donc aujourd'hui, le Megasfi... Parce que moi, j'ai fait quelques projets autour de la blockchain pour générer des NFT pour des clients de Cosa Vostra. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur demande. C'est très bien. Et puis c'est très bien, c'est leur demande. Ouais. Donc effectivement, tu payes des gas fees quand tu ajoutes ton smart contract à la blockchain. Donc ça coûte assez cher. Ce sera pas tout à fait des gas fees, mais okay. Enfin, c'est un détail terminologique, mais oui, on paye des frais quand on origine. Ouais. Et donc des gas fees à chaque exécution. Donc en fait, ces gas fees de l'exécution du smart contract, en gros, si je résume, c'est tu payes un gas fee c'est un MUI, je crois ça, ou un GUI, je sais plus comment c'est le terme exact, ou GUIM, dans le cadre de l'Ethereum. Ah oui, ça je connais moins bien Ethereum. Ok. Donc tu payes une unité de ce gas fee par ligne de code du smart contract. Oui, c'est ça. À peu de choses près. Oui. Et donc ça veut dire que aujourd'hui la majorité des smart contracts, à ma connaissance, servent à faire soit des NFT, soit des transferts d'argent entre deux comptes. Et qu'en fait, deux providers peuvent écrire un smart contract qui va faire la même chose, à savoir créer un NFT, mais t'en as un qui peut le faire en 3 lignes et l'autre qui peut te le faire en 30 lignes. C'est juste qu'il y en a un qui, du coup, te coûte beaucoup plus cher à chaque exécution que l'autre. Oui. Alors, je pense que maintenant, les langages de haut niveau qui compilent dans le langage de bas niveau font des optimisations un peu agressives. Donc, je pense que c'est très dur pour deux contrats qui font exactement la même chose, d'avoir un code qui est vraiment sensiblement différent. Mais alors parfois il y a de l'over-engineering. Typiquement, en développant un smart contract, on peut être paranoïaque, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on pourra plus tard parler des problématiques que ça peut engendrer. Mais on peut avoir parfois des réactions qui ne comprennent pas spécialement le protocole de la chaîne sur lequel on s'exécute, parce qu'il y a des règles qui font, par exemple, un exemple tout bête, mais alors sans rentrer dans les détails, sur Tezos, on peut faire qu'une seule opération managée par utilisateur par bloc, ce qui permet d'éviter d'avoir des balances négatives, d'avoir de la double dépense ou des choses comme ça. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça sert à rien de vérifier que dans le bloc courant, on n'a pas encore fait d'opération, parce que si on a déjà fait une, le contrat sera rejeté. Okay. Donc, ça, c'est quand même... rajouter de la vérification là-dessus aurait potentiellement un coût. Après, le gros avantage de Tezos, essentiellement parce que Tezos est beaucoup moins utilisé qu'Ethereum, mais c'est que les gas fees sont beaucoup plus bas, et que l'exécution d'un smart contract peut être vraiment négligeable. Et ça, c'est un des points que moi, je trouve intéressant. Alors, on est quand même vite arrivé à la partie smart contract, et donc on passe un peu à côté de l'approche idéologique justement de la blockchain, mais on pourra parler plus spécifiquement de concrètement à quoi peuvent servir les smart contracts, parce que effectivement minter des NFT et faire des échanges, c'est une grande partie des smart contracts, mais il y a des centaines d'utilisations qui sont parfois qui imposent aussi aux ingénieurs de réfléchir autrement sur comment ils construisent leur application, et qui sont vraiment économiquement fascinants et même en termes d'ingénierie assez amusants. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, cette notion du coup de, entre guillemets, de lambda te permet en fait de construire une application entièrement dans la blockchain. Ouais. Tu disais tout à l'heure que du coup, il y avait cette notion de machine état parfaitement pure. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, parce que je suis un peu flou sur ce qu'on entend par machine état parfaitement pure, est-ce que du coup ça veut dire aussi que ta machine, elle est incapable de communiquer avec l'extérieur et que du coup je peux pas faire un smart contract
qui vérifie que mon compte Twitter n'a pas plus de 500 tweets publiés, par exemple, ou ce genre de choses? Je pense qu'il doit être possible de faire... il doit y avoir des blockchains qui le permettent. Dans le cas de Tezos, c'est pas possible, par exemple. Alors après, il y a d'autres méthodes. Donc, un smart contract peut être lu de l'extérieur. On a plusieurs mécanismes, donc la reconstruction du storage ou les vues. Les vues, c'est transformer un smart contract en API. Donc, on peut poser des questions à un smart contract, qui coûte un peu plus cher à l'origination, enfin au déploiement du smart contract, mais qui permet de faciliter l'accès. On peut faire juste une requête fetch grâce à un nœud et avoir des informations sur un smart contract. Et puis après, on peut aussi ajouter des notions d'oracle, et donc considérer qu'on a des logiciels tiers qui vont s'occuper de fournir des informations sur le nombre de comptes Twitter, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire toute une... Enfin, que l'intégralité du storage ne doit pas être on-chain. Pour moi, il y a des choses qui sont très pertinentes de stocker sur la chaîne, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais après, oui, il doit exister des blockchains qui permettent de propager des effets, ou en tout cas qui ont un set de primitives. Parce que quand je dis qu'elle est pure, on peut dire, alors ça sert littéralement à rien, parce que, en gros, c'est que l'exécution du smart contract va donner un contexte. Ce contexte, c'est le nouveau storage et l'ensemble des opérations, le batch d'opérations qui doit être propagé. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut l'exécuter sans avoir une incidence concrète sur la chaîne. Mais une fois que le contrat est exécuté et qu'on l'a envoyé, ben là, pour le coup, lui, il va propager des effets. Il va exécuter des opérations et il va écrire un storage. Ok. Donc, du coup, tu voulais revenir à cette notion fondamentale de la notion de blockchain. Ouais. Parce que du coup, pour toi, qu'est-ce que toi tu vois comme usage de la blockchain aujourd'hui qui te donne plus d'intérêt que les crypto-bros? Eh bien, alors j'espère que je vais avoir une argumentation qui est plus intéressante. Donc, quand Bitcoin est devenu extrêmement populaire, quand il a commencé à dépasser les $3000 vers 2017, je pense, des gens ont vu en Bitcoin une opportunité d'enrichissement rapide. Et ça, je pense qu'on ne peut pas du tout en vouloir à des gens de se dire « je vais pouvoir me faire de l'argent ». C'est le principe de la spéculation, ça ne s'applique pas du tout aux crypto-monnaies. Mais la fluctuation de Bitcoin et son explosion ont fait que la blockchain, Bitcoin est devenu relativement dur à utiliser. Parce que, admettons que j'ai un jeton qui vaut $12, si le lendemain il en vaut 15 000, j'ai pas spécialement envie de m'en servir. J'ai envie de le garder et puis de le revendre. Et en plus de ça, le système de consensus de Bitcoin, c'est donc de la preuve de travail. Donc ça veut dire que toutes les 10 minutes, on a énormément de machines qui vont calculer le hash du bloc suivant. Et ça a un coût énergétique énorme. Donc ça donne des contre-arguments à la blockchain. C'est-à-dire, la blockchain, c'est pas bien, ça pollue. Alors moi, de mon point de vue, je trouve que les preuves de travail sont un peu dommages, et quand on parlera tout à l'heure spécifiquement de Tezos, on verra des alternatives. Mais dans l'absolu, en fait, si on décide de considérer que le Bitcoin, c'est une unité de valeur au même titre que l'or, le coût d'extraction d'or est bien plus grand que le coût d'extraction du Bitcoin. Et donc au final, c'est des mesures qu'il faut prendre avec des pincettes. Je pense que, oui, à titre personnel, je pense que c'est un gouffre écologique, mais factuellement, est-ce que c'est vrai ? Et là, c'est plus compliqué de répondre à cette question. Après, l'autre question, c'est mais concrètement, à quoi sert Bitcoin ? Juste à faire des transactions qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on n'a pas envie de liquider un token qui vaudra beaucoup trop dans quelques années. Et là, ça pose d'autres questions. Alors, on a commencé à avoir des applications qui se sont construites autour de Bitcoin, mais qui n'étaient pas encodées dans le protocole, pour réussir à faire un usage de ces blockchains. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout un expert sur la question. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites, qu'elles sont soit mises en avant, soit décriées. Après, il y a le côté crypto-bro. Et le crypto-bro, c'est un terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Parfois, je trouve, de mon expérience avec Twitter et les réseaux sociaux, il y a un excès d'enthousiasme par rapport à la blockchain qui est un peu excessif. Dans le sens où on va dire non mais Bitcoin c'est incroyable, c'est la liberté absolue, ça répond à toutes les problématiques, ce qui n'est pas vrai. Bitcoin adresse une certaine collection de problématiques et puis est nécessaire dans l'histoire des blockchains parce que c'est celui qui a ouvert le terrain et qui a dit on peut construire des systèmes financiers décentralisés. Mais par contre, le coût énergétique de Bitcoin, la difficulté de miner des jetons correctement, etc., fait que ça devient dur de l'utiliser comme une base financière dans des pays qui n'ont pas accès au système bancaire. Et le jour où un pays qui a des difficultés d'accès au système bancaire utilise un système qui est entièrement fédéré par une crypto-monnaie et que c'est Bitcoin, je retirerai complètement ce que j'ai dit et je dirais oui, il y avait quand même une preuve concrète de son utilisation. Mais très souvent, on a des gens qui disent mais non, mais regardez, dans ce pays-là, qui n'a pas beaucoup d'électricité, Bitcoin, ce serait fabuleux, les gens pourraient faire des paiements. Je suis convaincu que non, parce que déjà le temps de finalité du bloc est long, que les transactions passent pas toujours. Enfin, je ne suis pas convaincu que Bitcoin soit plus qu'une inspiration, une technologie qui est réellement viable. Après, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes, je suis pas du tout un expert en Bitcoin, et c'est un ressenti personnel. Et puis tu parles de viabilité dans un contexte de remplacement d'un paiement en magasin. Ouais.
On n'est pas à l'abri que dans quelques années, la notion de paiement change drastiquement Aussi. dans notre façon d'approcher la chose. Exactement, tout à fait. Mais par contre, ça a montré, donc ça a vraiment, et là-dessus, il faut être, je pense, reconnaissant envers Bitcoin en tant que technologie, ça a montré, ça a fait une exploitation pertinente de la décentralisation. Et la décentralisation, moi je la trouve extrêmement importante, pour des raisons qui sont plus liées à l'Internet qu'à la monnaie. Parce que moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas de vivre dans un système qui est semi-centralisé, comme le système financier européen, parce que c'est un confort de paiement énorme, et parce que je ne vais pas dire que je fais confiance à ma banque, mais je pense être suffisamment peu important pour être paniqué à l'idée qu'ils aient un contrôle sur mon système. Et c'est vrai que quand les gens me disent « Ouais, mais alors imagine un jour le crédit agricole tombe, tu n'as plus accès à ton argent. » Oui, quelle catastrophe, mais en vrai, je doute que ça arrive un jour. Enfin, ou ça arrivera, mais on sera préparé. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas spécialement fanatique de remplacer tous les systèmes de paiement par de la crypto-monnaie. Mais après, donc, dans la suite logique, on a Ethereum qui arrive, qui sert à la base à permettre de vendre des assets de jeux vidéo sur World of Warcraft, et qui introduit la notion de smart contract. Et là, je trouve qu'on commence à avoir des cas d'usage qui sont beaucoup plus faciles à capturer. Et donc, je pense que dans le web, on a commencé à faire confiance à des instances centralisées parce qu'elles offraient des services qui étaient de qualité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Google, moi j'ai une adresse Gmail depuis des années, et j'ai beau dire Google c'est méchant, en plus ils ont inventé Go qui est quand même le langage le plus moderne des années 80 et qui est sorti en 2010. Mais donc j'ai beaucoup de raisons de ne pas être un pro Google, mais pourtant je me sers de Gmail. J'ai l'intime conviction que Gmail automatise la lecture de mes emails. Les pauvres, mais je veux dire, on a décidé qu'on allait commencer à faire de l'argent sur Internet avec des publicités, puis les adblockers sont arrivés, la publicité n'est pas devenue rentable, et on a commencé à avoir un modèle de paiement alternatif qui est la vente de données. Et ça, idéologiquement, mon opinion sur les moteurs de recommandation et tous ces systèmes commerciaux, les gens pourraient dire c'est trop cool, on me suggère des choses à acheter qui correspondent à mon spectre d'intérêt, sauf que moi je le vois autrement, c'est on me suggère ce qu'on a envie de me vendre. Et je trouve que c'est assez... J'avais été très amusé par Netflix qui avait diffusé Derrière nos écrans de fumée, qui est un très chouette reportage, et voir ce reportage sur une application qui vend essentiellement un moteur de recommandation. Je trouvais ça assez drôle, puisque c'était un peu l'ironie de la chose. Et je pense qu'on doit arriver à un stade où il est important de décentraliser nos informations. Le problème, c'est quand on tente de les décentraliser, il y a plusieurs méthodes. Il y a la fédération, il y a la décentralisation pair à pair, il y a plein de méthodes. Et très souvent, on pourrait se dire, moi, ce que je vais faire, c'est je vais créer ma propre application qui va régir l'intégralité des problèmes dont je fais partie. Par exemple, je vais créer un forum de conversation avec des amis et je vais maintenir ce forum. Mais ça pose des questions. Si je mets un système de messagerie privée, comment garantir à mes utilisateurs que je ne peux pas lire leurs messages ? Il faut que je diffuse le code source. Et puis, comment garantir que le serveur sera toujours disponible ? Et là, ça pose une collection de problématiques auxquelles la fédération offre une collection de réponses. Mastodon, c'est un bel exemple. Puis après, on verra un peu plus tard la différence entre la fédération et la décentralisation et les avantages et les inconvénients de chacun. Et là, en fait, je trouve qu'on redevient déjà possesseur de nos données, on crée une sorte de formalisation de la notion d'appartenance, et on arrête de donner une collection d'informations à des entreprises qui sont complètement centralisantes et duquel on dépend. Donc ça, pour moi, c'est un des avantages de la blockchain, enfin des collections de blockchain, et c'est un peu une des directions que prend le Web3 quand on décide d'aller au-delà du buzzword et du fait de pouvoir acheter des NFT de singes à 10 millions d'Ethereum. Ouais. Alors, dans cette décentralisation, il y a quand même... on sort peut-être un peu du champ purement technique, mais il y a eu une période un petit peu d'euphorie, on va dire, autour du Web3. On en a beaucoup parlé et compagnie. Là, depuis novembre, le focus a changé un petit peu. On parle beaucoup plus d'IA. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas eu une... Parce que tu vois, quand tu sors un peu du monde de la tech, où effectivement c'est un avis qui est partagé, ce côté des décentralisation qui apporte beaucoup, mais qui est aussi dû à notre expertise tech qui nous permet en fait d'avoir cette appréciation technique de... comment dire ça ? Non, pour le dire autrement, parce qu'en fait, quand tu demandes à des gens qui ne sont pas techniques, ils n'ont pas conscience du niveau d'information qu'un Facebook, qu'un Google et compagnie peuvent collecter. Parce qu'ils n'imaginent même pas en fait tout le truc. Et quand tu racontes à beaucoup de gens que par exemple Uber te met un prix différent en fonction de ton niveau de batterie, ils ne réalisent pas en fait que quand tu expliques à des gens que quand tu donnes autorisation à une application sur ton mobile d'avoir accès à ta caméra, ils ont accès à ta caméra pas uniquement quand c'est visible à ton écran. C'est qu'ils peuvent te regarder pendant que tu lis ton flux Instagram. Ça, les gens, en fait, ils ont pas cette compréhension technique que nous, on a. Et cette décentralisation, elle est certes très intéressante,
mais elle porte quand même une complexité technique qui est quand même extrêmement forte. Est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'on ait changé si facilement d'intérêt, c'est-à-dire que maintenant on parle quasiment plus de blockchain dans l'actualité grand public, c'est parce que du coup justement c'était trop complexe et du coup le momentum est passé et peut-être de manière définitive ou pas, ça l'avenir nous le dira, mais tu vois qu'il y a un wagon à reprendre, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors, j'ai l'intime conviction que c'est une problématique de pédagogie. Et cette pédagogie, en fait, on la voit, en tout cas, de ma petite expérience, on l'a vu dans le monde du numérique en règle générale. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler d'Internet. Mes parents disaient, mais moi, j'utilise Internet pour chercher des informations, mais je parlerai jamais sur Internet. La première chose qui a eu du succès sur Internet dans les foyers belges, c'était les emails. Et maintenant WhatsApp et tous ces groupes qui envoient beaucoup trop de photos. Et par contre, la première étape de l'anti-web, ça a été de dire que Wikipédia, c'était pas une base de données d'informations fiable, alors que c'était la seule qui était sourcée. Quand je prenais Encarta ou quand j'ouvrais mon Larousse, il n'y avait pas de source. Dans Wikipédia, il y en avait. Je pense que c'est un peu pareil pour le Web3. Il y a clairement... Alors, il y a eu, effectivement, aux alentours de l'année passée, je trouve qu'il y a eu beaucoup de confusion dans les discours du Web3, parce qu'on a parlé de Web3 en tant que collection de protocoles, en tant que stack technologique, et aussi en tant que métavers. Je pense que ça a créé de la confusion, parce que moi, à titre personnel, je suis intimement convaincu que des gens pourront parler du métavers avec beaucoup d'intelligence. Moi, je ne peux pas du tout en parler avec intelligence, parce que j'ai littéralement pas compris l'intérêt. À titre personnel, hein, j'imagine qu'il y a des gens qui en parleront très bien. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais donc, on se retrouve avec... déjà, ça change la manière de naviguer sur Internet, puisqu'on a des informations qui sont chiffrés, donc qui doivent venir potentiellement du client. Le serveur ne peut pas avoir d'informations sur les clés, etc. Donc ça implique de manipuler un wallet. Et donc en fait, pour moi, on est à un stade où il y a de l'éducation à fournir, de l'éducation pédagogique. Il faut améliorer les outils. Par exemple, typiquement, n'importe quel utilisateur, je dis, il faut... Déjà, on a plusieurs blockchains. Il faut donc potentiellement plusieurs wallets par blockchain. On peut les centraliser avec des abstractions de wallets comme MetaMask, hein, mais même si je demande à ma mère, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui n'est pas particulièrement experte en numérique, je lui explique qu'il faut installer des logiciels tiers, etc., qu'il faut chaque fois valider les opérations qu'on fait, le coût d'exponentiateur est beaucoup trop grand. Et moi, je pense que ce qui est intéressant actuellement dans l'usage des blockchains à des fins technologiques, c'est qu'on est littéralement à l'aube d'une potentiellement révolution technologique. Alors, peut-être que le Web3 ne sera pas du tout celui qu'on a drafté en 2022, mais je suis intimement convaincu qu'il teintera en tout cas la prochaine itération du web. Et là-dessus, je trouve que oui, déjà en tant qu'ingénieur, c'est super excitant. On est en train de repenser des modèles de communication. Tout à l'heure, je disais qu'une blockchain, c'était une base de données un peu lente. On a des stratégies qui permettent d'accélérer cette pseudo-lenteur, d'augmenter le nombre de transactions par seconde, sans pour autant faire de trade-off sur la décentralisation et la tolérance à la censure. On commence aussi à se poser des questions de design. Actuellement, on sait globalement comment faire des applications web. Il y a toujours des problématiques qui reviennent, il y a des choses qu'on ne solutionne toujours pas, mais quand on décide d'intégrer justement un cycle de rafraîchissement à chaque bloc, donc typiquement dans Tezos, la période de finalité est de 15 secondes, donc ça veut dire que tant que les 15 secondes ne sont pas passées, je ne sais pas si mon opération a été inclue dans la chaîne ou pas, donc ça implique de changer la représentation de l'interface, par exemple griser le fait de refaire une opération, ou le fait de considérer qu'on a des données qui sont transientes, qui peuvent disparaître, etc. Ça, c'est complètement du design. Et puis après, trouver justement un peu la facilité d'interaction avec la chaîne, un peu comme on l'a fait avec les cartes bancaires. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à surfer sur Internet, on me disait, mais ne communiquez jamais votre carte bancaire. Moi, je me dis, je n'achèterai jamais sur Internet, c'est la promesse de me faire arnaquer. Maintenant, je paye littéralement tout sur Internet. Donc déjà, on était plus rigolo avant parce qu'on piratait les choses et on s'en foutait des droits d'auteur. Maintenant, on paye, mais en plus, on paye avec notre carte sur Internet. Et donc, il est possible qu'un jour, dans des systèmes de paiement alternatifs, on arrive à se dire, en fait, le jeu envoie la chandelle. Et pour essayer, donc, sur mon temps libre, je développe une collection d'outils pour me permettre de faire rapidement des DApp. Et sur mon site web, xvw.lol, il y a très peu de contenu. Je parle de bar. Il y a une application qui permet de transférer de l'argent d'un compte A à un compte B. Et ça, en fait, pour moi, ça amène quelque chose en termes de concept de l'application qui est très marrant, c'est que l'argent devient une valeur de premier ordre dans mon application. Ça devient quelque chose qui peut... Avant, il fallait passer par une API, ou par des systèmes complexes comme Ogone. Le fait de pouvoir faire un virement de 1 centime, c'est extrêmement cher avec Stripe, parce que Stripe a des coûts, et c'est normal que ça coûte cher. Et c'est très dur à mettre en place localement. Avec Tezos, en tout cas, je peux le faire extrêmement facilement, et en 15 secondes, mon argent est arrivé chez la personne. Et ça, moi, je trouve ça génial, en fait. Et ça ouvre aussi des opportunités d'application qui sont très très différentes, et dans lesquelles l'argent devient nécessaire. Et alors, beaucoup de gens disent, mais moi, c'est pas le monde dont j'ai envie, je veux un monde qui est libertaire, etc. Je suis entièrement d'accord, sauf que, bien moi, il faut répartir les coûts d'infrastructure. Et si les développeurs open source demandent des dons, c'est typiquement parce qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir continuer à faire de l'open source. Et
je trouve qu'on a des collections de modèles de financement participatif qui sont super amusants avec les blockchains. Et spécifiquement avec Tezos. Parce qu'on a beaucoup parlé de Bitcoin et d'Ethereum, en expliquant qu'en fait, les smart contracts permettent de créer des nouveaux paradigmes de développement. Mais un des, entre guillemets, points faibles d'une blockchain, quand on ne s'y intéresse pas fondamentalement, c'est de considérer que tout est immutable et que tout est public. Et donc là, ça implique aussi d'avoir une manière pertinente de partager l'information sur une chaîne. Typiquement, j'ai pas spécialement envie que des gens puissent être capables de savoir combien j'ai sur mon compte. Parce que j'ai pas envie de me faire dépouiller chez moi parce qu'on a appris que j'avais beaucoup de thèses. Et j'en ai pas tant que ça, hein, s'il vous plaît. Donc ça implique d'avoir déjà une information sur la représentation de la donnée et comment est-ce qu'on, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut, tout en restant tolérant, censuré et transparent, réussir à ne pas être trop explicite sur ces assets. Et surtout, ça veut dire qu'on prend des décisions qui sont gravées dans le marbre. Le fait de déployer un smart contract, c'est le déployer pour l'éternité. Et là où Tezos, c'est vraiment extrêmement innovant, donc ce n'est pas sur l'exécution de smart contract puisque Ethereum le permettait, c'est qu'en fait, dans le design même de Tezos, on a cette notion d'auto-amendement. Et donc en fait, tous les 3 mois, le protocole de Tezos peut évoluer. Et cette évolution, elle est votée on-chain, et donc ça veut dire que tous les 3 mois, on fait un quorum pour décider comment la chaîne évoluera. Et qu'est-ce que ça a comme incidence ? Donc, depuis quelques années, on s'est rendu compte que le proof of work avait quand même un coût écologique qui n'était pas très pratique. Et il y a d'autres approches des consensus dits à la Nakamoto qui sont nés, comme par exemple la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, elle ne demande pas à chaque création de bloc de calculer quelque chose de très compliqué, elle considère juste qu'elle a un calendrier cryptographique qui va considérer des gens qui ont suffisamment, dans le cas de Tezos, de thèse, ou dans le cas d'Ethereum, d'Ether, peuvent élire le bloc suivant. Et ce calendrier, alors au plus on a de thèses, au plus on a de chances d'être choisi, mais dans l'absolu, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de posséder 51% de la masse d'Ethereum ou de thèse que la masse de calcul. Et donc je trouve que ça se voit un peu côté Bitcoin. Et on définit ce protocole, on définit ce calendrier cryptographique et des gens élisent le bloc suivant. Et donc là, ça veut dire que toutes les 10 minutes, on n'a pas ce calcul très très long à faire et on a un peu une approche qui est relativement plus verte de la construction de nouveaux blocs. Et Ethereum était jusqu'à il y a peu proof of work. Et pour passer à une preuve d'enjeu, ils ont dû faire un grand fork. Faire un fork, c'est faire un hard fork. Arrêter de faire les transactions, les rerouter vers le nouveau système et redéployer. J'avais donné un talk à Blockchain et Société dans lequel je disais fièrement, non, on n'a pas fait de fait the merge dans le monde de Tezos puisque ça arrive tous les 3 mois. Là où Ethereum a mis 8 ans. Et on peut aussi, on a de plus en plus de modèles de représentation de blockchain qui sont ad hoc, comme par exemple les Layer 2, qui en fait sont, dans Ethereum, ont été implémentés sous forme de smart contract. Parce qu'il y a des coûts en gaz, etc. Ça a des avantages aussi, mais c'est relativement complexe. Dans Tezos, ça peut faire partie du protocole. Ce qui fait qu'en fait, le Tezos actuel n'est peut-être pas la blockchain la plus utile au monde, mais elle peut le devenir, sans avoir de hard fork. Et ça, c'est magnifique. Ouais. C'est des logiciels évolutifs qui posent le problème de migration de manière fascinante. Je trouve ça incroyable. Ouais, non, alors, j'essaie de... parce que oui, il y a beaucoup de choses que j'apprends. Je pensais déjà être assez... comment dire, pas lettré, mais enfin, tu vois l'idée. Je pensais connaître des choses dans le blockchain, mais je réalise qu'en fait, pas tant que ça. Du coup, c'est quoi le... Parce que donc j'ai compris que tu as des blockchains qui ont cette notion de preuve de travail ou preuve d'enjeu. Ouais. Mais j'imagine que vu le nombre de blockchains qui existent, il n'y a pas que ça comme différence entre chaque... Tu vois, qu'est-ce qui amène quelqu'un à se dire je vais faire une nouvelle blockchain qui fonctionne différemment parce que... Oui, déjà le fun, hein. Ouais. Enfin, c'est trop cool de faire des programmes pour rigoler. Donc, je pense qu'il y a des gens qui le font par intérêt. Je pense qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose. Et donc, en gros, on tâtonne encore. Donc, typiquement, la notion de roll-up, donc j'ai parlé de Layer 2, le consensus est nécessaire pour garantir l'intégrité de la chaîne. Mais on pourrait se dire, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas rivaliser avec Visa en termes de fréquence de transaction. Parce que Visa, c'est 80 000 transactions par seconde, c'est impressionnant, etc. Dans une blockchain, on sait qu'on a N transactions toutes les 30 secondes, enfin 15 secondes maintenant, donc c'est compliqué. Et les gens raisonnent des modèles qui sont alternatifs et différents. Par exemple, les roll-up. L'idée des roll-up, c'est de se dire, on va faire du calcul off-chain. On va utiliser des nouveaux nœuds. C'est vrai que j'ai pas tout à fait parlé, mais comment ça fonctionne une blockchain de manière très très naïve. Mais on considère qu'en fait, chacun a un nœud, réplique ces informations, et puis grâce à un protocole de gossip quelconque, il peut être implémenté de manière assez libre, on réconcilie les nœuds avec le consensus. Et on se retrouve avec un nouveau bloc, et c'est comme ça qu'on partage l'information. Et donc... Alors, juste vite fait, parce que du coup, l'information, elle est entièrement répartie, c'est-à-dire que tout le monde a l'intégrité de la chaîne sur son nœud. Ouais. Je pensais qu'il y avait une répartition qui était un peu plus... Alors, il y a des stratégies de compression, il y a des snapshots, etc. Je pense qu'on peut
Par exemple, dans Tezos spécifiquement, on peut lancer un nœud en full archive. Donc, dès qu'on va le lancer, il va récupérer l'intégralité de la chaîne en demandant à différents pairs de recevoir des fragments. On peut lui demander de ne démarrer qu'à partir de ce moment-là. Et donc, les balances seront quand même correctes. Mais par contre, on n'aura pas tout l'historique. Mais en général, il faut quand même avoir quelques nœuds full archive qui détiennent cette chaîne et qui garantissent en fait sa pérennité. Parce que si jamais on a un nœud qui meurt, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et quand ils reviennent à la vie, ils peuvent récupérer leurs informations. Et donc là, on a justement cette notion de consensus. Il peut y avoir plein de consensus. On a parlé de 2 types de consensus qui sont la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Dans Tezos, c'est un peu différent. On a une preuve d'enjeu liquide. Alors ça veut dire qu'on peut avoir une notion de liquidité. Si moi, j'ai pas assez de Tezos, par exemple, pour être... donc je crois qu'il faut 6000 Tezos pour être un baker, donc pouvoir construire des blocs. Admettons que j'en ai 1000. Et moi, je peux déléguer ces 1000 thèses à quelqu'un qui en a plus pour augmenter sa puissance de calcul. Et puis après, on rémunère les gens qui construisent de nouveaux blocs. Donc de la même manière que dans Bitcoin, je crois qu'on c'est 12,5 Bitcoin par bloc miné. Dans Tezos et dans Ethereum, on rémunère les gens qui construisent un bloc. Et donc ça permet en fait à des gens de déléguer leur argent. Donc même s'ils n'ont pas le nombre de thèses suffisant, ils peuvent le déléguer. Et ce qui est extrêmement bien fait dans Tezos, c'est qu'en plus, toutes les adresses peuvent déléguer. Enfin, toutes les adresses, un type spécifique d'adresse peut déléguer des thèses, ce qui fait qu'un smart contract qui a une balance peut aussi déléguer ces thèses à quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des services financiers qui holdent des grosses sommes d'argent et qui décident de les déléguer, de rajouter des frais complémentaires. Parce que, et ça c'est le point qui pour moi est très intéressant et qui fait vraiment la différence avec des instances comme Mastodon, c'est qu'en fait, beaucoup de gens parfois disent, en fait, les blockchains c'est trop chouette, mais les crypto-monnaies c'est nul. Et moi j'ai fait partie de ces gens-là. Hein. Je disais, c'est trop cool, on peut stocker les diplômes, les dossiers médicaux de manière correctement chiffrée sur des blockchains, incroyable. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec de la crypto-monnaie ? Parce qu'en fait, il faut donner une raison aux gens de maintenir le réseau. Et cette raison, en fait, c'est un peu une base de l'application de la théorie des jeux. On pondère le risque et la récompense. Et en fait, pourquoi demander à des gens de construire un bloc si on ne les rémunère pas ? Et cette forme de rémunération, c'est pour ça qu'on a des storage fees, des gas fees, etc. C'est qu'en fait, on paye des gens pour exécuter des programmes, on paye des gens pour stocker des informations, et ça les motive à continuer à maintenir la chaîne. Alors on va me dire, mais dans Mastodon, les gens, parfois, ont des instances qui sont totalement bénévoles. Et c'est vrai, alors il y a des instances qui sont payantes, on demande aux gens de payer, il y a des instances Mastodon qui sont complètement bénévoles, et eux, sont-ils complètement stupides ou complètement idéologiques ? Alors, je pense que c'est souvent une raison d'idéologie, hein, mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier dans Mastodon, c'est que Mastodon n'est pas tolérant à la censure. Et qu'en fait, le modérateur d'une instance Mastodon peut appliquer ses propres règles du jeu. S'il a envie de lire les messages privés, il peut. J'ai l'intime conviction que les gens ne le font pas. Hein. Et s'il a envie d'interrompre du jour au lendemain, il peut. Et s'il a envie de bannir certains sujets de conversation, il peut aussi. Alors, le libertaire, c'est pas non plus... je pense pas que la liberté partout est la meilleure chose, hein, mais c'est juste qu'il y a quand même une opposition directe entre la fédération dans laquelle les gens ont des avantages moraux à maintenir l'application, là où dans la blockchain, l'avantage est économique, ce qui diminue énormément la possibilité de censure et l'envie de censure. Donc c'est pour ça que pour moi, les crypto-monnaies sont discutablement décorrélables de la notion de blockchain, parce qu'elles justifient le fait qu'on maintienne un réseau. Oui, parce que c'est ce côté distribué qui fait que tu as forcément besoin d'avoir des gens qui, effectivement, comme tu le dis, maintiennent le réseau. Là où, en fait, quand tu payes ta carte bleue dans ta banque, c'est le même concept, en fait. C'est que tu payes quelqu'un pour maintenir son réseau. Et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Exactement. C'est un peu des frais de dossier. De manière un peu moins floue, parce qu'on comprend mieux pourquoi on paye. Et donc... pas toujours, mais on ne sait pas pourquoi toujours on paye ces frais de dossier. Ah non, je parlais de la blockchain. Ah d'accord, ok. Je vois, d'accord. Okay. Ouais. Et en fait, donc on se rend compte qu'on arrive très très vite à des limites de calcul, etc., qui peuvent poser des problèmes, notamment pour du trading ou des choses comme ça. Et pour des applications, du jeu vidéo, il y a vraiment beaucoup d'applications possibles. Et le problème, c'est que parfois, les blockchains sont un peu trop lentes. Elles sont trop lentes pour des raisons de consensus. Et on a eu plusieurs approches, les state channels, les roll-up, etc. Moi, je vais essentiellement parler des roll-up, parce que c'est un sujet que je maîtrise un peu mieux théoriquement, et que là-dessus, donc on arrive à une nouvelle itération de Tezos qui s'appelle Mumbai. Chaque itération de Tezos a un nom de ville. Et donc, Mumbai, on est peut-être à... Oui, c'est Mumbai actuellement, Mumbai. Donc c'est un nouveau quorum du protocole. Le protocole évolue et intègre des roll-up, et je vais expliquer juste après rapidement ce que c'est de manière très schématique, dans la blockchain. Alors les roll-up, c'est une manière de scaler les blockchains, et actuellement, je trouve, mais même plus qu'à titre personnel, aussi à titre factuel, que Tezos, c'est la blockchain qui a les meilleurs roll-up. La promesse de Smart Rollup, qui est la proposition de Tezos actuellement, est vraiment un bijou d'ingénierie, et c'est extrêmement brillant. Et donc l'idée de roll-up, c'est de se dire, ok, la chaîne est un peu lente, on n'a qu'à créer des nouveaux nœuds qui vont juste gérer des pools de transactions, et qui ne seront pas ralentis par le consensus. Donc on crée notre transaction avec des programmes alternatifs, des nœuds alternatifs, qui gèrent leur information, dans lesquels on a des participants qui sont réduits, et en fait, une fois qu'on arrive à un cycle, on batch cette transaction, et
on dit le nouveau hash de la chaîne, c'est ça. On envoie l'intégralité des transactions. Alors là, on va dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais la personne envoie des informations vers relais ? Il n'y a plus de vérification, c'est mal. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à la chaîne de revérifier ses opérations. Alors si elle revérifie ses opérations, ça sert à rien, puisque déjà on a une limite de taille dans les blocs, et donc on peut pas faire grand-chose, et donc on est retombé dans cette limite du consensus. Et donc l'idée, c'est de se dire, en fait, on va permettre à des gens de valider ou invalider un bloc, une suggestion de nouveaux blocs, de messages dans la inbox, donc de badge de transaction du rollup. Et si tout le monde est d'accord, les gens récupèrent leur argent, il y a une incitation économique, et si jamais quelqu'un n'est pas d'accord, on va créer un jeu de réfutation pour trouver juste, c'est un peu comme une bisection dans Git, comme une bisection classique en fait, on va juste trouver l'opcode de smart contract ou l'objet transactionnel qui pose litige. Chacun va donner une Merkle proof qui permet de garantir que l'information est correctement inscrite dans un arbre, et le perdant paye, et le gagnant récupère cet argent. Et donc en fait, on crée un modèle d'incitation économique pour que les gens aient tout intérêt à être honnêtes. Et ça, c'est un système qui permet d'augmenter énormément les transactions. Et là, le nombre de transactions et donc d'opérations de smart contract, et là où Tezos a vraiment été, je trouve, essentiellement donc Nomadic Lab, Marigold, Trilitech, Functory, les entreprises qui travaillent sur Tezos, il y en a d'autres, mais c'est qu'ils ont vraiment fourni une implémentation qui est extrêmement brillante et qui repose cette notion de kernel qui fait qu'en fait, on n'est même plus conditionné à exécuter du Michelson. Chaque kernel peut avoir sa propre logique d'interprétation. Donc on peut avoir du Solidity, qui est le langage de l'IVM en règle générale, donc la machine virtuelle de Ethereum. Il travaille sur du WebAssembly, pour exécuter les smart contracts en WebAssembly. Et donc ça veut dire que non seulement, alors ça pose des questions sur l'intercommunication et le protocole, mais ça veut dire que maintenant, en fait, Tezos serait capable d'exécuter des smart contracts qui seraient multilangages, avec une fréquence beaucoup plus grande que la chaîne actuelle. Et ça, c'est entièrement possible parce que les ingénieurs qui l'ont fait sont très brillants, mais aussi parce que la chaîne permet de muter son protocole au fur et à mesure des quorums. Et ça, pour moi, c'est un exemple de démocratie partagée extraordinaire. Je trouve ça trop cool. Honnêtement, vraiment, ça me fascine. Mais donc, du coup, parce que t'as évoqué à quelques moments, t'as parlé de DApp, t'as parlé d'applications web, t'as parlé de sites web sur la blockchain. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer une vraie application directement à travers de smart contract, mais du coup, ça voudrait dire que son exécution, quand même, peut coûter cher, parce que du coup, c'est-à-dire qu'à chaque... grosso modo, à chaque run de ton application, c'est comme si tu avais 12 microservices. Tu me diras, ça te coûte aussi de l'argent quand tu le fais sur AWS. Peut-être même plus, d'ailleurs, dès qu'on a fini les crédits. En fait, je pense, alors, moi, je vois vraiment alors, c'est marrant, parce je pense que c'est très pertinent comme choix de compiler de podcasts, parce que, en fait, on peut considérer qu'un smart contract, en fait, ça va être un storage qui peut exécuter des choses. Et donc, on ne va pas développer une application à proprement parler. On va juste avoir une procédure stockée qui va être capable d'exécuter des choses. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire un système d'épargne, j'ai envie de me créer mon petit système d'épargne, ce que je fais, c'est je vais juste créer un smart contract qui dit, dès que j'initie mon smart contract, donc c'est l'appel d'une fonction, je lui envoie une certaine somme d'argent et je donne une date, par exemple, en disant, tant que cette date n'est pas passée, je séquestre mon argent. Et donc là, j'ai un système d'épargne, et après, je peux créer une application. Je peux soit interagir directement avec ma CLI ou avec des assistants, juste directement avec le nœud pour dire envoie telle somme, etc. Soit je peux construire une application dans laquelle je collecte mon wallet, et je dis voilà, j'initie mon programme, je peux chaque fois lui envoyer de l'argent, par contre, je ne peux le récupérer qu'à partir d'une certaine date. Là, j'ai un exemple de DApp. C'est une DApp qui n'est pas extrêmement intéressante, mais on se rend compte qu'en fait, on va se servir de la chaîne comme d'une base de données qui peut exécuter des choses financières. Après, il y a moyen de faire des choses plus ambitieuses. Tout à l'heure, je parlais des rollups. Un exemple très très ambitieux, c'est le modèle Arbitrum. Donc, le système, c'est un peu l'équivalent smart rollup de Ethereum, sauf qu'il a été entièrement conçu dans des smart contracts. Donc, c'est des smart contracts qui gèrent l'état du rollup, de la collection de rollup qu'il est possible. Donc, ça en dit quand même long sur ce qu'il est possible de faire avec des smart contracts. Et donc, moi, je vois vraiment ça comme une base de données qui peut faire des transactions. Attends, du coup, c'est des smart contracts qui vont gérer le rollup, mais ça veut dire que tu peux avoir un rollup qui gère un smart contract, qui exécute un smart contract. Mais du coup, tu peux même avoir un rollup sur ton rollup. Parce que du coup, tu peux avoir un rollup qui est contesté. Et du coup, il faut que tu fasses un... Comment ça se passe conceptuellement, du coup En fait, ce qu'il faut juste se dire, c'est que en gros, on va gérer l'état des rollups dans un smart contract. Okay. Et le smart contract devrait être capable de valider des preuves, etc. Par contre, toute l'exécution des smart contracts se fait dans le nœud. C'est pas un smart contract n'a pas d'identité propre, on le trigger, on récupère des informations. Okay. Mais on pourrait imaginer que, comme les smart contracts sont capables de valider certaines
de valider des badges d'opération, enfin de dire qui est le gagnant dans le jeu de réfutation. Mais on peut imaginer que le nœud a une primitive qui va d'exécuter un smart contract dans un smart contract, mais là ça devient volontairement compliqué et je pense que personne n'a envie d'implémenter ça. Ouais. Mais il y a des exemples pour moi il y a des exemples de smart contract qui sont relativement simples et utiles. J'ai donné l'exemple d'épargne qui peut être potentiellement utile, mais on pourrait imaginer par exemple des systèmes qui sont pour moi plus intéressants, qui sont les DAO. Et les DAO, c'est juste qu'on permet à des gens de mettre de l'argent dans un smart contract et ça leur donne un droit de vote, et après ce droit de vote peut décider de l'usage de cet argent. Et ça, en termes de système, on va dire, décentralisé et démocratique, c'est chouette. Je prends souvent l'exemple de Slack. Pour moi, Slack, c'est vraiment incroyable parce que le business model, pour un utilisateur, il est éclaté. Moi, je suis un particulier, j'ai un Slack où on est une vingtaine d'amis. Un jour, je me suis dit, on va le rendre payant, comme ça, on va pouvoir garder nos messages pour l'éternité. Et puis, j'ai vu que c'était 6 € par membre par mois. Donc, moi, il était hors de question que je paye 20 fois 6 € par mois. Mais dans l'absolu, en fait, je pourrais juste me dire, peut-être que le Slack est suffisamment intéressant pour que tout le monde se dise, ça vaut la peine de payer 6 € par mois. Et là, la répartition des coûts est beaucoup plus simple. Donc on se dit, on peut mettre ça en place. Mais comment on fait avec un système bancaire classique ? C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place Stripe, ou Ogone, ou PayMe, enfin, toute solution de paiement. J'ai potentiellement pas de moyen de requêter ma banque, parce que même s'il y a des banques modernes comme Revolut, ou Memobank, il y a plein de systèmes bancaires un peu évolutifs qui permettent d'avoir des accès à API, mais en tant que particulier, c'est très dur d'avoir ce genre d'accès. Et donc je suis vite face à un problème, alors qu'en fait, je pourrais construire une DApp où en gros, je sais exactement quels sont mes utilisateurs, je peux rajouter des utilisateurs, je peux vérifier s'ils ont payé pour cette période de temps, et puis après, je peux avoir un programme tiers qui, à la fin du mois, va lire le storage de mon smart contract et supprime les comptes des gens qui n'ont pas payé. Mais du coup, de souvenir, tu me disais tout à l'heure que le smart contract, il ne s'exécute pas tout seul, c'est quelqu'un qui le déclenche. Oui. Là, du coup, si je reprends ton exemple très précis de cet abonnement Slack, du coup, je ne peux pas aller prélever, parce que du coup, c'est toi, entre guillemets, qui va exécuter ce smart contract, qui va vérifier que chacun a payé. Je ne peux pas aller prélever l'argent sur le compte des 5 autres. Non, parce qu'on ne peut pas prélever d'argent déjà. C'est ça. Mais en fait, ce qu'on pourrait imaginer, c'est considérer qu'en fait, on propose aux gens, par exemple, je pourrais dire aux gens, payez votre abonnement. Et je peux leur dire, payez 6 mois, par exemple. Et en gros, j'ai une balance qui est attribuée à chacun de mes utilisateurs, et là, je peux aller ponctionner cette balance, puisqu'en fait, c'est une balance qui est complètement virtuelle. Je stocke, en fait, dans mon smart contract, je gère mon propre livre de compte, et je pourrais dire aux gens, vous pouvez mettre de l'argent quand vous voulez, c'est juste que j'ai un programme tiers qui va venir exécuter, qui va venir trigger le smart contract, pour lui dire, voilà, à telle date, je dis à mon programme, à telle date, on appelle cet entry point du smart contract pour qu'il exécute cette tâche, et ça peut être, on demande aux gens de voter une tâche, donc on peut faire plein de choses, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va faire une transaction vers par mon compte à moi et puis ce compte à moi, parce que évidemment il y a la question comment est-ce qu'on fait pour passer d'une blockchain à un système bancaire. Il y a des exchanges qui le permettent. On peut sûrement imaginer un système automatique, mais par contre je trouve qu'on est quand même beaucoup plus loin qu'un système d'usage classiquement bancaire, parce que on a la possibilité de gérer ses comptes, de faire du feedback sur ses comptes et d'avoir un programme tiers qui va exécuter le smart contract à bon moment. Et ça c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Ce qui pose une autre question, c'est comment est-ce qu'on fait confiance au smart contract ? Et ça c'est très impressionnant parce que par exemple, dans l'exemple de Tezos, le code d'un smart contract est consultable on-chain. On peut toujours consulter le code. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre de mot de passe en dur ou des choses comme ça, c'est un peu ballot, mais on a un système de clés et de signature qui fait que, généralement, on n'a pas besoin de rendre ce genre de choses apparentes. Et le truc, c'est que ce que je vais voir, c'est que je vais pas avoir un code dans un langage de haut niveau. Je vais avoir du code Michelson. Donc Michelson, je l'ai dit tout à l'heure, une représentation très bas niveau, et potentiellement, beaucoup de gens ne sont pas habilités à lire du Michelson, parce que c'est dur à lire. Il faut construire la pile dans sa tête, c'est pas facile. Et c'est là en fait où il y a vraiment tout un business, mais qui existe dans l'ingénierie logicielle classique, qui porte sur l'audit du smart contract. Le fait de pouvoir donner une représentation non compilée du smart contract, le fait d'avoir potentiellement des batteries de tests qui garantissent que le smart contract respecte certaines normes, parce qu'on parle de smart contracts qui peuvent communiquer entre eux, etc., ça implique des nouveaux protocoles. Ces nouveaux protocoles, ils peuvent respecter des normalisations. Par exemple, un NFT, dans Tezos, c'est une normalisation qu'on appelle FA2, qui agit sur la représentation abstraite des valeurs dans Tezos qu'on appelle un ticket. On pourrait avoir des batteries de tests qui garantissent qu'en fait notre spécification d'FA2 elle est correctement implémentée. Et on pourrait même aller plus loin en faisant de l'analyse formelle, faire des méthodes formelles sur des smart contracts. Et là on a tout un pan, et c'est aussi pour ça que j'aime bien Tezos, c'est que comme Tezos a été initialement implémenté en Camel, que Camel a été construit pour inventer Coq, qui est un des assistants de preuve les plus utilisés, il y a un intérêt pour l'analyse formelle, pour l'usage des méthodes formelles qui est extrêmement développé. Et on peut tout à fait imaginer de commencer à, et c'est encore un nouveau paradigme qui s'ouvre, de permettre d'estampiller un smart contract en disant ce smart contract il a été audité et il respecte
toutes les batteries de test sur des protocoles quelconques. Et en plus, j'ai une preuve formelle que ce genre d'erreur ne peut pas arriver. Et il y a eu beaucoup de travaux sur Tezos dans cette direction-là. Il y avait Coq of OCaml, donc Coq of OCaml qui permet de prendre du code OCaml et de le transformer en Coq. Et donc, une fois qu'il est transformé en Coq, on peut écrire une preuve directement sur le programme, et on peut le mettre dans une CI pour générer, régénérer du code OCaml, régénérer des preuves, et chaque fois que le code change, on doit interagir avec la preuve. Et il y a Michocoq qui permet de réécrire un smart contract en Coq, non pas pour l'exécuter, mais juste pour garantir certains invariants. Et ça, c'est aussi tout un pan qui est complexe, parce que des exemples de smart contracts mal écrits, il y en a eu énormément. Il y a eu The DAO dans le monde Ethereum, où il y a plusieurs millions qui ont été volés, parce que le smart contract avait une lacune, et c'est normal de faire des lacunes quand on est développeur, et à tel point qu'il y a une question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on fait comme s'il ne s'était rien passé, et donc on supprime quelques blocs et on passe à autre chose, ou est-ce que c'est la vie et on continue? Ça, c'est des questions philosophiques pour lesquelles moi j'ai pas de réponse, mais qui montrent à quel point avoir une approche formelle du raisonnement de smart contract, c'est très important. Et en même temps, tu vois, ce que tu évoques, cette nécessité d'avoir confiance envers le smart contract, ça rejoint un peu ce que tu racontais d'il y a 30 ans, c'est à 30 ans maintenant. C'est qu'au début du web, on nous disait ne paye pas sur Internet, tu vas te faire avoir et compagnie, parce que ça paraissait comme une arnaque, parce que en fait c'était balbutiant et inconnu des gens. Ouais. Jusqu'au jour où tu as effectivement un PayPal et d'autres qui sont arrivés avec un service. Alors, PayPal n'est pas un bon exemple, mais tu as des boîtes qui sont arrivées avec un service qui était facile à utiliser et qui t'apportait de la valeur en direct, et du coup les gens ont plongé dedans. Du coup, on peut imaginer que demain, si quelqu'un arrive à avoir un smart contract qui est suffisamment facilement utilisable, cette notion de confiance, elle sera balayée. J'espère que non. Non, parce que tu vois ce que je veux dire dans le sens où... Je vois, mais j'espère que non. Aujourd'hui, tu pourrais te dire, en fait, pourquoi tu as confiance en Facebook ? Ouais. Je n'ai pas confiance en Facebook. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et effectivement, on aura des éditeurs de smart contracts qui seront réputés. Et ça arrivera. Quoi qu'il arrive, de manière organique, on fait confiance à des gens qui ont du succès. Mais je considère quand même que c'est très très bien si on a des garanties formelles. Moi, je préfère ne pas avoir de confiance qu'avoir de la confiance. Parce que, quand bien même un éditeur est extrêmement brillant, on a dans l'histoire de l'industrie informatique énormément de cas de figure où les gens très brillants se sont plantés sur des choses qui étaient énormes. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants. Donc j'aime bien l'idée de me dire qu'on a des approches formelles et des garanties, que des contrats respectent les standards, parce que ça manipule de l'argent. Et on a pris l'habitude d'accepter ça, de Stripe, de nos banques, etc. Mais dans un monde où on peut vérifier au moins qu'ils respectent certains standards, je trouve ça plutôt chouette. Parce que par exemple, on me dit, envoie cet argent et je t'envoie un ticket qui reprend un NFT, je l'envoie puis j'ai jamais mon NFT. Si j'audite le code, je peux me rendre compte que je me suis fait avoir et que c'est de ma faute. Mais c'est bien d'aider les utilisateurs à avoir des batteries et plus des actions de certification en disant, voilà, ce contrat a passé toutes ses batteries de test et il respecte cette collection d'invariants. Et ça, c'est un monde idéal. Ok. Alors, je sais pas si mon analogie est juste, mais de ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, quand tu creusais ton exemple là, sur ce compte entre tes différents potes pour partager un compte Slack, au final, c'est-à-dire que tu as une capacité aujourd'hui avec une blockchain, entre guillemets, d'exposer une API personnelle, avec des données du coup qui sont dans ton wallet, au travers d'un ensemble de formatages. Et tu peux du coup mettre en place un ensemble de smart contracts qui permettent à des services X ou Y d'interagir, ou toi d'interagir avec ces services-là. C'est ça à peu près. Ouais. Ma question du coup, c'est est-ce qu'on peut imaginer que demain, parce que tu vois, on parlait de no-code tout à l'heure au début, avant d'enregistrer cet épisode, tu me disais que tu étais assez féru de voir ce que des gens arrivaient à faire avec du no-code. Ouais. Au final, le no-code, c'est que tu as des éditeurs qui mettent à disposition des outils à certains pour créer des applications. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain d'avoir un éditeur qui met à dispo des smart contracts en mode voilà le code source entre guillemets d'un smart contract et qui donne les moyens aux gens de parce que du coup tu as une propriété, tu as une notion de propriété du smart contract. C'est-à-dire que est-ce qu'il est nécessaire que tu vois, si je reprends cette notion de j'expose une API avec mes données et mes différents endpoints, du coup mes endpoints c'est mes smart contracts a priori. Non, en fait, un smart contract, on peut voir ça comme une fonction, comme une collection de fonctions. Okay. Donc un smart contract, c'est différents points d'entrée dans lesquels on peut envoyer de la donnée et une somme, et un montant. Ça, on est libre de choisir le montant qu'on veut, et puis le smart contract peut décider s'il est suffisant ou pas, et qui vont faire des choses. Donc en fait, on pourrait considérer on pourrait imaginer un monde dans lequel on a un smart contract, un entry point, mais c'est pratique de se dire qu'en fait, on a plusieurs choses, parce qu'on a parfois envie de gérer le cycle de vie complet d'une balance. Par exemple, admettons un truc tout bête, l'exemple de l'application d'épargne, je veux pouvoir déposer de l'argent et retirer de l'argent. Ou vérifier si je peux retirer de l'argent, par exemple. Ouais. Ça, c'est 3 entry points. Donc c'est vraiment...
c'est vraiment une fonction qui peut prendre plusieurs cas. Et ces plusieurs cas vont faire des actions différentes. Moi, je pense qu'on peut tout à fait imaginer des exemples d'intégration de smart contract transparente, alors avec du no-code ou sans no-code. Je pense qu'un exemple, c'est, par exemple, Steam a quand même popularisé la dématérialisation du jeu vidéo. Ce qui fait que, quand je jouais sur PlayStation 1, on se prêtait des jeux. Puis c'était horrible, les gens cassaient les boîtes ou les jeux disparaissaient. Mais ça faisait partie du fun aussi. Maintenant, c'est très dur de partager un jeu parce qu'il est décentralisé. Mais on pourrait juste considérer qu'en fait, quand on achète un jeu, il n'est pas décentralisé, il est dématérialisé. Quand on achète un jeu, on mint une valeur qui représente l'appartenance. Ça pourrait être un NFT, puisqu'on ne peut pas le découper. Et sans parler de spéculation artistique, c'est littéralement un contrat d'appartenance entre un jeu. Et je pourrais dire, j'ai envie de prêter ce jeu à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire prêter un jeu à quelqu'un ? Ça veut dire que j'écris un smart contract qui donne l'opportunité d'exploiter le NFT pendant une certaine durée. Et dès qu'on a dépassé cette durée, moi, je peux venir récupérer mon jeu. Alors ça, évidemment, si les gens qui doivent faire ça doivent écrire un smart contract, ils vont jamais le faire. Par contre, Steam pourrait automatiser ça dans son application. Steam pourrait parfaitement avoir une application qui gère ça, qui origine le smart contract, qui utilise même un seul smart contract pour gérer plein d'utilisateurs, il n'y a pas de souci avec ça, et qui va minter un NFT, qui va changer l'ownership de ce NFT en fonction de la durée. En sachant que l'inconvénient C'est qu'il faut Internet. Dans cette situation-là aussi, c'est que Steam, en fait, qui est l'acteur principal qui possède les jeux, donc en fait, eux, ils sont centralisés. Ouais. Donc ils n'ont pas besoin de passer... C'est-à-dire, ils pourraient le faire d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas besoin de passer par une blockchain c'est vrai. pour avoir cette mécanique-là. C'est vrai. Ce serait intéressant dans un esprit où tu te dis que tu pourrais avoir ton compte Steam, Xbox, PS et compagnie qui sont entre guillemets interconnectés. Et tu peux prêter un jeu, du coup, et c'est eux qui gèrent cette... La force des NFT, c'est qu'au-delà de l'aspect spéculatif, ça reste un contrat qui est multiplateforme et qui peut en fait être complètement interprété de manière différente par plein de plateformes différentes. Et ça, c'est très bien. Et alors, effectivement, quand on parle de... Il y a des gens qui ont blanchi l'argent avec des NFT, il y a des gens qui font la guerre pour l'eau potable. Est-ce qu'on va arrêter de boire de l'eau potable ? Non, parce qu'on en a besoin. Donc pour moi, en fait, il y a des usages qui sont assez intéressants et qui peuvent être automatisés par des plateformes. On n'est pas obligé d'écrire un smart contract pour faire quelque chose. Des gens peuvent l'écrire pour nous. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit audité, parce que j'ai pas envie non plus de... déjà, j'ai pas envie en tant qu'utilisateur de devoir écrire un smart contract pour adresser un service. Et à côté de ça, j'ai envie de pouvoir garantir que mon smart contract est correct. Alors je dis ça, mais comme tu l'as dit, peut-être qu'à un moment, le niveau de confiance va être tellement grand qu'en fait les gens vont arrêter d'auditer le code. Moi, j'utilise Linux, je regarde jamais les codes sources du noyau parce que je comprends rien. Donc je décide de faire confiance. Et j'utilise beaucoup de services bancaires pour lesquels j'ai aucune idée de comment fonctionnent les services bancaires. Alors, il y a des juridictions qui font qu'on peut quand même protéger l'utilisateur. J'ai l'intuition que les smart contracts seront suffisamment concis pour être auditables. Et si en plus les audits sont publics, je pense qu'on a presque quelque chose où on diminue la confiance nécessaire, mais en fait on a plus de garanties. Et ça, je trouve ça cool en vrai. Ouais, carrément. Ça a été extrêmement dense comme discussion. Moi, j'ai appris énormément de choses, donc je te remercie énormément pour ça. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute, donc je peux pas relancer malheureusement, donc il faudra peut-être qu'on fasse une partie 2. Avant du coup de terminer, j'aurais 2 questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast IFTTD. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager à l'ensemble des auditeurs ? J'ai complètement oublié d'y réfléchir. Et donc oui, Madame Bovary de Flaubert, qui est vraiment un livre extraordinaire. Les gens sont souvent dégoûtés parce qu'ils l'apprennent à l'école, mais en fait c'est un livre extraordinaire qui représente le flow narratif de manière excellente et qui permet de s'initier au calcul de situation, qui est un formalisme mathématique de temporalité qui est très amusant. Et moi j'aime beaucoup Madame Bovary. C'était la première fois que j'entends cette analogie mathématique pour parler de Madame Bovary. C'est magnifique, non, mais ça vaut le coup de s'intéresser. Et voilà. Et top, je le note, on mettra un lien, mais je pense que c'est facilement pour trouvable. Amazon ou un système mieux, votre libraire. Ça se trouve. Et la dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Eh bien, je suis plutôt ce que mon formateur décide de mettre. Donc je pense que je suis plutôt espace, parce que j'ai des traumatismes liés aux tabulations qui décalaient les choses. Mais je suis très content qu'on ait des pretty printers et des formateurs qui me font plus poser ce genre de questions. Très bien. Merci beaucoup Xavier. Merci à toi Bruno. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Voilà, j'espère que vous avez aussi appris plein de choses comme moi, ou peut-être que c'est juste moi qui étais illettré sur le sujet. En tout cas, voilà, c'était passionnant. Si vous avez envie de creuser le sujet, de développer des apps, du coup, n'hésitez pas à contacter Xavier. Il y aura bien évidemment tous ces différents comptes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. Moi, pour ma part, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite... Je ne sais pas si je peux encore vous souhaiter des bonnes vacances, que je ne sais pas exactement quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais je crois qu'il sera diffusé juste avant les grandes vacances. Donc je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.